Le but du cours d'aujourd'hui sera donc d'avoir une rapide vue d'ensemble sur plusieurs prismes de compréhension de la conception de jeu. On va d'abord voir d'une part, comme je vous ai dit, le hasard, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le manipuler, et d'autre part les compétences ou le skill. Si compétence est au pluriel, c'est parce qu'il en existe de différentes sortes, qui ne fonctionnent ni ne se travaillent de la même manière. Donc ce cours, lui, est principalement basé sur ce livre, Challenges for Game Designers, que je vous présente ici, et également sur le livre The Art of Game Design de Jesse Shell. Tous les deux sont d'ailleurs disponibles sur le drive du CEL, donc ça, je vous laisse le plaisir de retrouver les PDF dans la section ressources. Et du coup, ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est dans un premier temps le hasard, essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en met dans un jeu, et après comment on va le manipuler. Comme je vous ai dit, après, dans un deuxième temps, on va voir les compétences et le skill. Et à la fin, on va essayer un petit peu de se projeter dans la réalité de l'industrie. Donc, par exemple, lorsqu'on veut faire un jeu dit familial qui mélange à la fois hasard et compétences, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer son prototype. Donc, on va essayer un petit peu de se projeter avec des notions un peu plus concrètes, des notions de matériel, d'argent. Donc, le hasard. Pourquoi est-ce qu'on en mettrait dans un jeu? La première raison est évidente, c'est que si un jeu il est déterminé et connu d'avance, du coup, il n'y a aucun intérêt à jouer. On sait comment la partie va se dérouler du début jusqu'à la fin, on n'éprouverait alors aucun plaisir de découverte du jeu. C'est comme si on regardait un film pour la 10e fois, on risque alors de se lasser et de laisser tomber le jeu. Puisqu'il n'y a aucune indéterminée, on n'y a pas ce plaisir de découverte. Il est donc important d'intégrer une part d'inconnu. Une des manières de faire ça est d'utiliser le hasard. Pourquoi le hasard? Parce que c'est un événement qui est à la fois imprévisible, on ne peut pas savoir qu'est-ce que va donner un lancer de dés, on ne sait pas sur quelle phase ça va s'arrêter, et à la fois c'est un élément qui est incontrôlable. Ce n'est pas parce qu'on lance un dé à répétition pendant 100 fois qu'on va devenir meilleur à deviner sur quelle face le dé va tomber. Il est donc particulièrement utile le hasard pour renouveler une expérience de jeu, pour ne pas revisiter les mêmes chemins, pour augmenter le nombre de possibilités et le nombre de fins à une partie. Un autre truc intéressant, si vous vous souvenez par exemple de vos parties de jeux de rôle, les moments qui risquent le plus de vous revenir en tête sont les moments où vous avez eu par exemple une réussite critique ou un échec critique, quelque chose vraiment d'inattendu qui a perturbé votre quête et qui a tout changé sur le plan. Lorsqu'on crée un jeu, c'est ce qu'on veut faire, on veut donner une expérience au joueur, on veut lui faire ressentir quelque chose, une émotion. Utiliser le hasard donc peut créer des moments dramatiques comme ça. Également, le hasard permet d'augmenter donc le nombre de possibilités qu'offre un jeu. C'est pour ça, par exemple, que je vous ai mis ici l'exemple du morpion ou du tic-tac-toe. Ici, le but, c'est d'aligner trois symboles identiques. Chacun joue à tour de rôle. Le nombre de possibilités du jeu est fini. Les croix et les ronds ont un nombre prédéterminé de dispositions. Et c'est pour ça qu'un adulte s'ennuie. Un adulte, il sait que la stratégie optimale est de jouer au centre, et que s'il joue au centre, alors la partie se finira sur une égalité. Là, il n'y a plus aucune indéterminée, le jeu est 100% connu d'avance, et c'est pour ça que le jeu lasse les adultes. Enfin, rajouter de l'aléatoire dans un jeu, ça permet aussi de faire émerger de nouvelles façons de jouer, comme je vous le répète depuis tout à l'heure. Par exemple, au tarot ou dans un jeu de cartes, on ne joue pas de la même manière si on a une bonne main en jeu ou si on a pioché de mauvaises cartes. Par exemple, au tarot, il y a des stratégies différentes d'appel que l'on peut effectuer si on pense avoir un bon jeu ou un mauvais jeu par rapport aux autres joueurs. Et idem, lorsque l'on crée un personnage de jeu de rôle, on lance des dés pour définir les statistiques aléatoires de son personnage, et ces statistiques vont déterminer des comportements auxquels on n'aurait pas du tout pensé initialement. Donc l'aléatoire, ça sert à faire plein de choses. C'est pas une solution optimale, si on veut créer de l'inconnu pour renouveler un plaisir de jeu, mais ça peut créer plein de choses. Comment est-ce que du coup on peut le générer, cet aléa? Généralement, on oppose deux catégories d'aléatoires. D'une part, l'aléatoire indéterminé et d'autre part, l'aléatoire déterminé. Lorsqu'on lance un dé, c'est de l'aléatoire indéterminé. On ne sait pas quel est son résultat, et une fois qu'on le lance, là, du coup, on aura son résultat. Une autre manière de faire l'aléatoire est d'utiliser traditionnellement des cartes. Si on prend un paquet de cartes, qu'on le retourne et qu'on le mélange, même si l'ordre des cartes en lui-même est déterminé, le paquet de cartes, on ne va plus y toucher. Parce que nous, on ne connaît pas l'ordre des cartes, parce que le paquet est face cachée, alors pour nous, ça devient un événement aléatoire. Et c'est pour ça que j'ai souligné le mot connu dans la phrase précédente, même si les cartes ont un ordre déterminé, pour nous, c'est aléatoire. Le hasard, c'est de l'information cachée. L'information cachée de quelle est la face qui va tomber lorsque le dé va être lancé, quelle carte va être tirée lorsqu'on tire une carte. Lorsqu'on pense information cachée, lorsqu'on pense hasard, déjà ça nous ouvre une plus grande palette de possibilités pour intégrer de l'aléa dans un jeu. Exemple typique,
Si par exemple je dois choisir une carte aléatoirement dans la main d'un adversaire, mon adversaire, lui, il a ses 5 cartes en main et il voit c'est quoi les cartes. Pour lui, il n'y a aucune indéterminée, il n'y a pas de hasard. Mais de mon point de vue, parce que l'information est cachée, je ne vois pas quelles sont les cartes qu'il a en main, ça reste un événement aléatoire. Par exemple, la notion de brouillard de guerre, qui est une notion qui a apparu dans les jeux de stratégie où on ne voit que le terrain qui est présent autour de nos unités. Le brouillard de guerre est une façon d'apporter de l'aléatoire dans un jeu, puisqu'il y a de l'information qui est cachée et il faut prédire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Le brouillard de guerre peut prendre plusieurs formes, donc comme je vous l'ai dit, par exemple, est-ce qu'on veut partir d'une carte qui est absolument cachée, comme dans la bataille navale, et petit à petit on dévoile la carte avec plusieurs points d'intérêt? Est-ce que la carte que l'on a révélée reste révélée? Est-ce que si jamais nos unités quittent la région en cours, dans ce cas le terrain redevient invisible? Tout ça va permettre de créer des expériences différentes, plus claustrophobiques, plus exploration. Le brouillard de guerre, c'est aussi une notion qui est beaucoup plus large que simplement les jeux de guerre. Dans le jeu Hanabi, par exemple, qui est un jeu de cartes coopératif, tous les joueurs tiennent 5 cartes en main, mais ils les tiennent dos vers eux. Donc du coup, chaque joueur ne voit pas ses propres cartes, mais il voit les cartes de tous les autres joueurs. Un autre outil très classique qu'on utilise pour modéliser de l'aléatoire, c'est les dés. Mais encore une fois, les dés, il y en a plusieurs sortes. Si je lance un dé, il y a une chance équiprobable de tomber sur n'importe laquelle de ces faces. Déjà, on peut voir que si on a un D6 ou un dé à 10 faces, on réduit déjà les possibilités ou alors on augmente les probabilités. Classiquement aussi, ce qu'on fait avec les dés, c'est qu'on fait des opérations. Si on lance plusieurs dés, déjà, on peut par exemple décider d'additionner les résultats. Dans ce cas, on obtient une gaussienne. Vous remarquerez d'ailleurs que je ne vous ai pas dit combien de dés je lançais et quel était le nombre de faces des dés. En faisant varier le nombre de dés qu'on lance, ou en faisant varier les faces qu'on utilise, on peut moduler cette gaussienne et avoir du coup des formes différentes et donc des intentions de jeu différentes. Un exemple que je peux vous donner que j'aime particulièrement est le jeu Space Base. C'est un jeu qui fonctionne comme le Monopoly. On lance des dés, et ensuite on active les cases correspondantes au lancer de dés. La différence, c'est que dans ce jeu, on peut soit décider d'activer la somme des dés, donc par exemple si on avait 4 et 6, on pourrait activer la case numéro 10, ou alors on peut décider d'activer séparément les dés. Donc on pourrait activer la case numéro 4 et activer la case numéro 6. Le simple fait du coup de rajouter ce choix dans le lancer de dés, ça permet de moduler la gaussienne et de moduler les probabilités. Là par exemple, les probabilités les plus probables de tomber sont d'abord le 6, puis le 5, puis le 4, le 3, le 2 et le 1, puis le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Et en plus, les chiffres de 1 à 6 vont tomber 2 fois plus souvent, puisque lorsqu'on active les 2 dés séparément, on active 2 cases à la fois. Faire comme ça permet donc de moduler la gaussienne, moduler l'aléatoire, pour accélérer le début de partie, donner plus de possibilités, donner plus de façons de construire son empire galactique, et à la fin faire que le jeu ralentisse, puisque en fin de partie, on va chercher à activer du coup les cases qui sont les moins probables, qui sont entre 9 et 12. Ça permet du coup d'instaurer une dynamique et d'instaurer un rythme dans le jeu. Une autre courbe aussi qu'on ne représente pas aussi souvent que la gaussienne lorsqu'on fait la somme de dés, c'est par exemple les décroissances en 1 sur x. L'idée pourrait être la même, on pourrait donner plein de possibilités aux joueurs en début de partie, puis décider au fur et à mesure de restreindre et de créer un goulot d'étranglement. Lorsque par exemple on lance plusieurs dés et qu'on élimine les dés qui font 1, on brûle ces dés et du coup pour le prochain lancer de dés on lancera que les dés restants. À chaque lancer de dés, on élimine une partie des dés, et du coup, on a une décroissance en 1 sur x. X étant, du coup, le nombre de faces. Si on lance des dés à 6 faces, à chaque lancer de dés, on aura un sixième de perte. La courbe verte représente une courbe de décroissance si on a des dés 6. La courbe rouge, vous voyez, est beaucoup plus atténuée, elle est réalisée avec des dés à 10 faces. Dans League of Legends, c'est un jeu où on se bat contre d'autres personnes et on a une chance d'infliger un coup critique. Si par exemple on a une chance de 50% d'infliger un coup critique, dans ce cas, si on tape quelqu'un, on a une chance sur deux de le taper, avec un coup critique. Dans League of Legends, ce qu'ils font, pour éviter la frustration des joueurs, c'est que les probabilités des coups manqués s'additionnent. Si par exemple on a une chance sur deux d'infliger un coup puissant, qu'on rate, dans ce cas, au deuxième essai, on aura 50% de bonus. Donc au deuxième essai, on sera certain de toucher. Si vous voulez faire des recherches là-dessus, sur comment les gens ressentent l'aléatoire, regardez différentes vidéos YouTube. La première qui me vient en tête est celle réalisée par Game Maker's Toolkit, qui s'appelle Input and Output Randomness. À la fin des slides, d'ailleurs, je vous aurais mis tout plein de liens, que ce soit de textes, de vidéos ou autres, de recherches si vous voulez approfondir. On a donc vu, du coup, l'aléatoire, à quoi il servait, et comment est-ce qu'on pouvait le moduler.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est partir de l'autre côté du spectre et analyser deux autres prismes de compréhension, la stratégie et l'adresse, donc les compétences, le skill. Je le définis en deux pôles différents pour séparer d'une part la réflexion qui est plus la logique et d'autre part l'agilité qui est davantage maîtriser quelque chose avec le temps. On a donc pour l'instant un premier modèle pour définir un jeu et comment est-ce qu'on le perçoit. Il y a d'une part la chance, d'autre part la réflexion et enfin l'agilité. La réflexion, il s'agit de faire des choix. Lorsqu'on étudie les jeux sous ce prisme, on voit par exemple qu'il y a des jeux qui sont à possibilité finie. Par exemple, le Morpion est un jeu à possibilité finie. C'est un jeu où il y a un nombre de cas possibles de fin de partie, et c'est pour ça qu'encore une fois qu'il lasse, parce qu'il n'y a pas d'indéterminé. Les échecs, c'est un autre jeu à possibilité finie. Il y a des pièces qui sont placées sur un tableau de 64 cases, il y a un nombre fini de possibilités. La différence est que les échecs est un jeu d'apparence infinie. Pour un être humain qui ne peut pas raisonner à plusieurs millions de cas différents, il y a de l'indéterminé. Pour un être humain, les échecs est un jeu où il y a une part d'information cachée, alors qu'un ordinateur, lui, pourrait très bien percevoir quelle est la stratégie optimale. Dans les jeux d'agilité, il s'agit davantage non pas de trouver quel est le bon choix à faire, puisque le bon choix est généralement assez évident, il s'agit de réussir à appliquer ce choix. Dans un jeu de plateforme, le bon choix à faire est d'éviter les obstacles et d'arriver à l'arrivée. La difficulté est dans la maîtrise du saut, du timing, idem dans un jeu de tir. Savoir tirer et être précis, ce sont des compétences que l'on va chercher à maîtriser. Dans un jeu d'agilité, le jeu n'est pas la finalité, c'est l'obtention de ses capacités. Il y a tout de même des choses à ne pas faire lorsqu'on prend un jeu par exemple sous le prisme de la réflexion. Dans un jeu où il n'y a que des choix évidents, par exemple dans le jeu du Morpion, jouer au centre est la stratégie dominante, c'est le coup qui permet à coup sûr de ne pas perdre, on peut parler d'une faille de réflexion. Le Morpion, il y a un choix évident, une stratégie dominante qui écrase les autres, et c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans les jeux qui comportent très peu d'aléatoires. Les jeux qui sont à possibilité finie ont des stratégies dominantes qui ressortent. Aux échecs, encore une fois, le début de partie des grands joueurs se ressemble. On appelle d'ailleurs ça des ouvertures. Il y a des stratégies de début de partie qui sont plus fortes que d'autres. Du coup, chaque joueur va emprunter un de ces mêmes chemins à chaque partie. Un autre type de choix qui n'est pas intéressant sont les choix sans conséquence. Dans un jeu RPG où il y a par exemple un personnage qui vous demande d'accepter ou de refuser une quête pour aller sauver le roi, si refuser n'a absolument aucune conséquence et vous fait juste revenir à accepter la quête après un mini-dialogue, là dans ce cas il y a juste de la frustration et il n'y a pas de choix intéressant. Enfin, il y a aussi les choix à l'aveugle qui sont plus de l'aléatoire qu'autre chose. Le choix à l'aveugle, même si ce choix peut avoir une conséquence, par exemple, choisir la porte à gauche peut sauver votre camarade ou la porte à droite peut tuer votre camarade, donc c'est pas un choix qui est sans conséquence là. Mais si le joueur ne comprend pas l'intérêt de choisir entre les deux portes, pour lui ça va juste sembler aléatoire. Ce que je vais vous faire comprendre, et là c'est principalement une idée du livre de Jesse Shell, c'est que si on analyse un jeu selon un certain prisme, par exemple le prisme de la réflexion, il y a des choses à ne pas faire. Faire des choix évidents, faire des choix sans conséquence. Cependant, chaque prisme d'analyse apporte des réponses, mais apporte aussi des biais. Si désormais on prend le même jeu mais qu'on l'analyse autrement, on pourrait se rendre compte que des faiblesses du jeu deviennent alors des forces. Par exemple, dans un jeu de rapidité, où il faut répondre à des questions absolument évidentes mais le plus vite possible, dans ce cas, faire des choix évidents n'est plus ici quelque chose de négatif pour le jeu. Si on prend le prisme de l'agilité, c'est un but à atteindre, mais le jeu se cache ici dans la maîtrise, dans la capacité de répondre rapidement à plusieurs questions. Faire des choix à l'aveugle aussi, si on veut un autre exemple, c'est exactement le principe du memory. Là, le but, c'est de faire travailler sa mémoire et de se souvenir des conséquences des choix à l'aveugle précédents. Donc c'est important lorsque vous étudiez votre jeu de jongler entre les différents prismes de vision. Essayez de voir est-ce que les faiblesses que vous percevez ne peuvent pas être utilisées autrement, avec une autre lentille, qui a donc ses imperfections mais également ses qualités. Du coup, si on fait évoluer un peu le modèle, on a pour l'instant non pas seulement trois pôles, mais trois prismes de vision vraiment qui sont transparents, qui ont des failles et qui communiquent. Il y a des jeux de réflexion à 100%, comme les échecs, des jeux de chance à 100% aussi, comme par exemple tous les jeux d'enfants ou les petits chevaux, et des jeux comme l'équitation, qui est un jeu d'agilité.
Au croisement de ces prismes, on retrouve alors certains jeux de société, mêlant chance et réflexion. Par exemple, dans Space Base, il y a ce côté aléa des lancers de dés et ce côté choix où on peut choisir comment est-ce qu'on affecte les dés. Idem pour les jeux de réflexion que l'on peut transformer en jeux d'agilité. Il y a cependant, pour l'instant, une faille à ce modèle, c'est le lien entre la chance et l'agilité. La chance, comme je vous l'ai dit, c'est de l'information cachée, certes, mais c'est également un événement qui est imprévisible et incontrôlable, quelque chose qui ne dépend pas de nous. L'agilité, à l'inverse, caractérise la maîtrise et l'apprentissage d'une mécanique par un joueur. Si d'un point de vue macroscopique, un jeu peut être un mélange entre le hasard et l'adresse, un jeu de tir où les cibles apparaissent aléatoirement, il semble néanmoins plus difficile de mixer au sein d'une même mécanique de jeu hasard et agilité. Si par exemple vous réalisiez un lancer parfait, vous seriez alors frustré si un oiseau se glissait sur la trajectoire et annulait complètement votre tir. Il n'est cependant pas impossible de mixer hasard et agilité. Dans le jeu Far Cry 2 par exemple, vous pouvez tirer sur vos adversaires avec votre arme à feu, mais celle-ci a une chance de s'enrayer. Auquel cas, il faut alors réparer votre arme, et cela ajoute de la tension au jeu. Il faut donc faire attention à l'intention que l'on veut mettre, et l'expérience que l'on veut donner à l'utilisateur. Dans cette troisième partie, du coup, on va explorer l'équilibre qu'on peut vouloir chercher entre jeu et compétences. Si vous voulez savoir comment équilibrer votre prototype et autres, tout ça par contre je vous laisserai lire le livre. Donc les chapitres 5 à 8 correspondent à la partie 2 du livre Challenges. Ils sont parsemés de beaucoup d'exemples et beaucoup de choses sur comment améliorer votre prototype. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez évaluer s'il y a de la chance ou pas dans mon jeu? Comment est-ce que vous pouvez améliorer l'aléatoire? Qu'est-ce que ça change de rajouter de l'agilité dans un jeu, par exemple? Qu'est-ce que ça change au niveau de l'équilibrage entre les nouveaux arrivants et ceux qui sont déjà expérimentés? Je vais quand même mettre la lumière sur deux points importants qui sont également tirés du livre. Ce sont deux autres prismes qui vont vous permettre de voir votre jeu autrement et de comprendre davantage et ne pas seulement s'arrêter sur c'est un jeu de hasard, c'est un jeu de réflexion, c'est un jeu d'agilité. Le premier sera le point de vue du joueur. Le point de vue peut influencer sur la perception du jeu et donc l'expérience que vous voulez donner. Et d'autre part, ce sera également le temps. Chacun ne perçoit pas la même chose. Si on prend par exemple le jeu du morpion. De notre point de vue à tous, adultes, c'est un jeu de pure logique, à possibilité finie et donc qui est lassant. Du point de vue d'un enfant, à l'inverse, parce qu'il n'a pas les capacités cérébrales nécessaires pour visualiser ça, et parce que avant de les avoir testées, toutes ces possibilités, il ne les connaît pas, de son point de vue, il y a encore de l'inconnu, de l'indéterminé. Du coup, ça devient presque un jeu d'agilité, un jeu où il faut maîtriser, et même si un enfant joue au centre, l'issue de la partie n'est pas déterminée d'avance. Il peut toujours perdre ou gagner en fonction de s'il joue bien ou mal. Chacun ne perçoit pas du tout la même chose lorsqu'on joue à un jeu. Pareil, si vous posez la question à des enfants, dans le jeu des petits chevaux par exemple, lancer les dés et faire des hautes valeurs de dés, pour certains, ça correspond à une compétence qu'ils peuvent améliorer avec l'entraînement. Parce que les enfants ne perçoivent pas ça comme de l'aléatoire pur. A l'inverse, les adultes, eux, vont juste voir que c'est un lancer de dés et vont trouver le jeu sans intérêt, puisqu'ils n'auront aucun contrôle dessus. Si on veut faire des comparaisons différentes que seulement enfants-adultes, on retrouve la même chose avec par exemple le pierre-feuille-ciseaux, ou les échecs. Le pierre-feuille-ciseaux, d'un point de vue calculatoire et probabilistique, c'est juste une chance sur trois de gagner. D'un point de vue humain contre humain, il y a toute une part de mind game et de deviner ce que va faire l'autre. Il y a beaucoup de manières et beaucoup d'études qui parlent de quel est le signe qui fait gagner à coup sûr, ou le simple fait de dire je vais jouer pierre va complètement peut-être bousculer la manière de penser de votre adversaire et le faire paniquer. Du coup, ce ne sont pas des prismes arrêtés que je vous présente et la perception de chacun peut vraiment changer la nature d'un jeu. Un autre facteur également est le temps. Le temps, en effet, lui, peut changer non pas la perception que les gens ont du jeu, mais vraiment la manière dont la dynamique du jeu s'installe. Par exemple, un jeu de hasard tout bête, on va prendre le poker. Si on ne joue qu'une seule manche de poker, là dans ce cas le jeu est complètement aléatoire. Il s'agit juste de tirer les bonnes cartes. Est-ce qu'on a les bonnes cartes qui nous fait gagner la main? Si oui, on a gagné, sinon on a perdu. Là, ici, il y a très peu de compétences qui entrent en jeu. A l'inverse, si maintenant on fait durer la partie de poker sur 2 heures, avec plusieurs manches, la gestion des ressources, peu à peu, l'aspect aléatoire s'efface et ça devient de la réflexion. L'aspect important devient ici de savoir quand est-ce qu'il faut miser, quand est-ce qu'il faut se coucher. Et c'est d'ailleurs ce qui explique du coup le débat qu'il y a autour du poker. Les gens disent souvent « Ah là là, c'est un jeu de chance, mais non, tu ne comprends rien, c'est un jeu de réflexion ». Mais on voit bien que c'est un mélange des deux, sinon on ne retrouverait pas tout le temps les mêmes champions lors des mêmes tournois chaque année. Le prisme du temps également vous permet de comprendre un peu mieux quel est le public auquel va s'attribuer votre jeu.
Si vous faites un jeu qui est aléatoire, mais qui est à temps court, là, dans ce cas, la partie aléatoire va être beaucoup plus importante que la partie réflexion. Ça sera un jeu davantage tourné pour les enfants. À l'inverse, plus vous allongez votre jeu, plus vous renforcez l'aspect réflexion, et dans ce cas, ce sera davantage un jeu porté sur les adultes. On arrive déjà du coup à des premières limites du modèle, puisque là pour l'instant notre camembert maintenant ne ressemble plus à rien, puisqu'on a du coup des prismes qui se chevauchent, mais pas forcément avec la même importance. On voit que ces prismes en plus, ils sont complètement dépendants de la perception des utilisateurs, et il y a le facteur temps qu'on ne peut pas représenter sur un simple camembert, il faudrait faire une succession de camemberts qui montre l'évolution du jeu. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un outil de réflexion, ce n'est pas juste une réponse toute faite que je vous donne. Je vous ai dit que la réflexion, c'était faire des choix intéressants. Je vous ai donné une manière de corriger les problèmes de ce prisme de vue. Par exemple, comment corriger les choix évidents avec de l'agilité. Le problème est que, pour l'instant, nos trois pôles ne représentent pas forcément l'entièreté des jeux qui existent. Où est-ce qu'on peut ranger les jeux d'improvisation, par exemple? C'est pourquoi je vous propose de rajouter du coup un quatrième pôle, un quatrième prisme de réflexion à notre modèle, c'est le prisme de l'émotion. À travers ce prisme, on va donc pouvoir voir qu'on peut définir quelque chose qui nous semble bon à nous, mais qui n'est pas forcément un choix logique ou un choix analytique. L'émotion ou l'instinct, c'est quelque chose qui peut être multiforme. Ça peut être les références d'un groupe de joueurs, les envies qu'on a maintenant, notre manière de nous exprimer et peut-être la perception de l'autre. Par exemple, dans le Pictionary, il y a ce côté où un joueur s'exprime et il faut que les autres perçoivent et interprètent ce qu'il dit. Donc là, ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de ce qui semble bon à chacun. Ce n'est pas de la pure logique. Faire des choix évidents, du coup, on pourrait voir ça autrement dans un jeu à choix, par exemple, où il faut sauver un personnage ou sauver un autre personnage. Ici, il n'y a pas de choix évident, il n'y a pas de choix logique entre sauver le personnage A ou le personnage B, ça dépend juste des préférences de chaque joueur. Aussi, du coup, faire des choix à l'aveugle, ça peut être, comme je vous l'ai dit avec le Pictionary, ça peut être interprété différemment si ça devient un jeu du coup d'interprétation et de perception. Dans le Pictionary ou dans Elle est noire, il y a des signaux qui vous sont envoyés, et notre but, c'est pas de choisir à l'aveugle, mais c'est d'essayer d'interpréter ces signaux pour deviner qu'est-ce que la personne de l'autre côté a voulu nous dire. Aussi, un autre truc qui est vachement intéressant, c'est par exemple les choix sans conséquence. Du point de vue de la réflexion, ça paraît inutile d'en mettre. Du point de vue de l'émotion et de ce qui nous semble correct, faire des choix qui n'ont pas de conséquences sur le jeu peut nous aider à nous exprimer, peut nous aider à se sentir mieux lorsqu'on joue. Lorsqu'on est un éditeur de personnages, par exemple, pouvoir porter le personnage que l'on veut, porter les vêtements que l'on veut, sans que cela n'ait d'importance sur le jeu ou d'importance sur le regard des autres, ça peut permettre à plein de joueurs de se sentir bien en jouant ou d'exprimer leur personnalité sans que cela impacte. Également, c'est l'émotion et l'instinct qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce que les jeux de casino ou les jeux de roulette sont des jeux qui sont aimés chez certains adultes, alors que ce sont des jeux purement de choix à l'aveugle. Dans la roulette, il s'agit de choisir à l'avance sur quelle case va tomber la bille, mais normalement, un choix à l'aveugle, ça ne devrait pas avoir autant d'intérêt. Tout l'intérêt des jeux de casino, c'est justement qu'il y a un engagement personnel. La personne va mettre de l'argent en jeu, va mettre une partie de soi en jeu, et cet engagement va créer de l'émotion, va créer du coup de l'enjeu. C'est donc important de voir que tous ces prismes ont chacun des défauts, et changer de prisme peut vraiment changer le paradigme de votre jeu. Ainsi, je vous propose cet autre modèle d'analyse, tiré de la philosophie du livre de Jesse Shell. Il y a alors plusieurs façons d'analyser un jeu, et c'est à nous de constamment jongler d'un outil à l'autre pour améliorer l'expérience que l'on veut donner. Chaque outil est imparfait, et c'est à nous, créateurs, d'évaluer leur intérêt et leur rapport à notre prototype. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien terminer sur une section un peu plus concrète, sur comment faire un jeu familial. Généralement, dans le monde du jeu vidéo, il y a une phrase maudite que beaucoup s'amusent à répéter, la phrase maudite étant la suivante. Ah, il est sympa votre jeu, mais ça serait bien de le faire en multijoueur maintenant. Ça, c'est généralement les phrases de producteurs qui disent ah là là, le marché est comme ça, moi j'ai besoin de remplir cette case, du coup, ça serait bien que vous le fassiez de cette manière. Le problème d'un jeu de société, c'est de réunir des gens hétérogènes autour d'une même table. Réunir par exemple les parents et les enfants autour d'une même session de jeu. Faire un jeu familial, du coup, c'est une difficulté en soi parce que
il faut réunir des joueurs qui ont des appréhensions différentes, une compréhension de jeu différente, et surtout leur permettre de s'amuser ensemble. Le problème est que ce ne sont pas les enfants qui achètent les jeux pour enfants, ce sont les adultes. Du coup, il faut pouvoir les intégrer dans la boucle pour leur permettre de faire l'achat et eux aussi de pouvoir expérimenter le jeu. On pourra dire du coup que dans le monde du jeu de société, la phrase maudite c'est ah, il est bien votre jeu, mais faites-le transgénérationnel. Parce que faire un jeu pour un groupe homogène, c'est simple, et c'est d'ailleurs ce qui est le mieux au niveau expérience de jeu. Si on fait s'affronter deux experts ou même deux néophytes ensemble aux échecs, parce qu'ils auront la même compréhension du jeu et la même expérience, leur niveau va être à peu près équivalent. Du coup, la partie sera intéressante. A l'inverse, comme je vous l'ai dit, faire jouer un néophyte face à un initié risque vraiment de rendre l'expérience de jeu très désagréable. L'idée va être ici en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire des jeux pour une famille, des jeux pour des niveaux de compréhension ou des niveaux de skill différents. Il y a principalement trois contraintes dans le monde de l'industrie qui existent lorsqu'on va faire un jeu familial. D'une part, c'est la contrainte d'argent, la contrainte de matériel et la contrainte de temps de jeu. Pour la contrainte de temps de jeu, pour vous donner une idée, par exemple, pour un jeu dit familial, donc qui doit être facile pour les enfants, mais en même temps ne doit pas ennuyer les parents, il faut d'une part que le jeu soit pas trop long, on compte entre 20 et 40 minutes, plutôt tourné autour de 25-30. Et également, le temps de compréhension du jeu doit être très court. Ce qu'on dit généralement, c'est il faut que le temps d'installation et le temps d'explication des règles doit être 20% du temps de jeu. Un jeu qui dure 15 minutes, les règles doivent s'expliquer en 3 minutes et la mise en place doit se faire aussi en moins de 3 minutes. Donc déjà, si vous avez cette notion en tête, ça va vous aider à voir si votre jeu est bien ciblé, s'il est peut-être trop complexe, s'il met trop de temps à s'installer, est-ce qu'on ne peut pas virer du matériel. Une autre contrainte aussi qui est importante lorsque vous présentez votre prototype à une maison d'édition, c'est d'avoir déjà en tête le coût que le coût que ça va avoir. Et est-ce que tout le matériel que je fais rentrer dedans, est-ce que ça correspond bien à la tranche de jeu que je veux vendre? Les boîtes de jeu, elles sont standards. On a par exemple des boîtes qui coûtent 27,90 €, elles font telle taille, et lorsque l'acheteur il achète un jeu à 27,90 €, il a envie d'avoir un petit peu un retour sur investissement. Si la boîte de jeu elle contient juste 3 tuiles alors que c'est une gigaboîte, comme par exemple le jeu Dragon Keeper, là du coup l'acheteur il va se sentir floué en fait, parce qu'il va se dire j'ai investi tant d'argent, j'ai besoin d'avoir tant de matériel dans mon jeu. Et à l'inverse, du coup, faire un jeu plus familial, donc avec un prix plus bas, ça va demander de virer beaucoup de matériel parce qu'il faut que ça rentre dans une certaine boîte. Donc déjà, on voit que faire un jeu familial, outre la complexité niveau game design, il y a aussi une complexité niveau matériel et niveau contrainte. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est 5 méthodes auxquelles j'ai pensé pour équilibrer un jeu pour que tout le monde puisse jouer. La première, donc comme la plus évidente, si on veut faire un jeu familial, c'est de faire un jeu équilibré, faire un jeu qui est à moitié entre chance et à moitié entre choix. Space Base par exemple, ou tout plein d'autres exemples de jeux de société, je pense que vous avez déjà beaucoup des jeux de société en tête, sont des jeux qui ont à la fois une partie hasard pour permettre aux enfants de rivaliser avec les adultes, puisqu'ils pourront faire des choses malgré eux, et les adultes pourront rater des choses malgré eux, et faire une partie choix pour quand même donner un petit peu de réflexion et pas ennuyer les adultes. Mais un autre truc que je voudrais souligner, c'est par exemple, on peut, avec de l'information cachée, moduler le hasard pour une partie des joueurs. Dans un jeu, par exemple, où il faut mémoriser les éléments d'une photo, par exemple, on a une photo où il y a plusieurs animaux, des zèbres, des éléphants, et également aussi des arbres à mémoriser. On nous montre par exemple cette photo pendant 10 secondes, et ensuite on cache la photo et on nous dit, bah voilà, est-ce que maintenant vous pouvez me pointer du doigt où est-ce qu'il y avait les zèbres? Ça, c'est par exemple un jeu de hasard et à la fois un jeu d'agilité où il faut se souvenir à peu près, ça fait travailler la mémoire, il faut se souvenir des éléments de la photo et on ne sait pas à l'avance quel animal il faut trouver ou quel élément il faut trouver dans l'image. Là est la part de hasard. Si maintenant on dit aux enfants ou aux plus jeunes, bon bah voilà, avant de regarder la photo, vous devrez vous concentrer sur les zèbres, c'est les zèbres qu'il faudra trouver. Là, dans ce cas, les adultes, eux, n'auront pas cette information et devront utiliser davantage d'agilité pour essayer de se souvenir de tous les éléments et avant de se rendre compte que seulement les zèbres comptaient. Et les enfants, qui ont moins de capacité, eux, pourront juste se concentrer sur les zèbres et donc pourront rivaliser avec les adultes. Donc, donner de l'information asymétrique, c'est une manière de faire un jeu familial, si on veut rééquilibrer. Un autre point, par exemple, c'est de faire de la coopération. S'il n'y a plus de confrontation entre adultes et enfants, dans ce cas, il n'y a plus de soucis au niveau du niveau de jeu, puisque tout le monde va essayer de s'entraider,
Et on peut également répartir les tâches, si c'est un jeu symétrique ou asymétrique. Par exemple, dans le jeu Overcooked, on peut dire aux plus jeunes de s'attribuer seulement une seule tâche, de couper les légumes, et tous les adultes vont essayer de faire davantage de choses pour équilibrer le jeu. Puisqu'il y a de l'entraide, c'est déjà plus simple pour les adultes de s'intégrer dans le jeu et d'aider leurs enfants. Une autre idée, si on veut garder le versus, c'est par exemple de faire du versus en équipe. Si on a un jeu, par exemple, où il y a une équipe de 4 qui s'affronte contre une autre équipe de 4, par exemple dans le jeu Captain Sonar, ici, on va regarder le niveau global de l'équipe 1 face au niveau global de l'équipe 2. Même si elles sont hétérogènes, en moyenne, leur niveau de jeu est équivalent, du coup, le jeu devient équilibré, le jeu devient intéressant. On peut faire aussi une autre variante de jeu. On peut faire une variante où les enfants s'affrontent entre enfants, donc du coup, eux, ils ont un niveau homogène, puis les adultes s'affrontent entre adultes. Et ensuite, on additionne les scores ou on fait un mélange au niveau de la stratégie. On peut aussi, du coup, comme je vous l'ai dit, réfléchir complètement autrement et sortir des cadres que je vous ai donnés. Où on pourrait, par exemple, prendre le jeu L'île au trésor, qui est un jeu où l'adulte, ou la personne la plus expérimentée, sert un petit peu de maître du jeu. Elle est en dehors du jeu, elle sert à guider les autres, et les autres se battent entre eux. Dans le jeu La chasse au trésor, l'adulte va définir un endroit sur la carte qu'il faut trouver, et les enfants, du coup, eux, vont essayer de se battre entre eux pour déterminer quel est l'endroit. Si on réfléchit comme ça autrement, on peut, même au sein d'un groupe hétérogène, couper le groupe en plusieurs parties pour créer des groupes homogènes de jeu. Et enfin, dernier point que je voulais souligner, c'est que si vous voulez régler le problème de niveau de jeu, une autre solution, c'est de partir vraiment sur un concept opposé et d'enlever toute notion de niveau de jeu. Si le but du jeu, c'est de s'amuser, et non plus de gagner, là, dans ce cas, déjà, on enlève une partie du problème, et les enfants et les adultes peuvent jouer entre eux, puisqu'il n'est plus une question d'écraser l'autre, c'est une question seulement de s'amuser. Donc là, ça devient beaucoup plus du côté de l'émotion, du côté des interactions entre les joueurs. Il faut quand même, du coup, nuancer ce propos. Des groupes hétérogènes ne vont pas soudainement s'amuser entre eux si le but du jeu n'est pas de gagner. D'une part, parce qu'il peut y avoir des types de joueurs qui aiment bien gagner, et d'autre part, les jeux qui sont basés sur des références communes, par exemple, ils vont être compliqués si tous les joueurs autour de la table n'ont pas cette référence commune. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un jeu où il faut faire deviner un mot, faire deviner, par exemple, le nom d'un politique, des adultes vont comprendre les références et vont pouvoir jouer là-dessus, alors que des enfants, eux, ne vont pas du tout cerner qui est l'homme politique et ne vont pas comprendre. Donc toutes les solutions que je vous présente sont des pistes de réflexion. Il faut vraiment jongler entre les différents prismes que je vous ai montrés jusque-là pour essayer d'arriver à quelque chose qui convient.